音楽を聴きながら疲れも取り、今夜は早めにお休みになる方がよろしいでしょう。Chez moi, la lumière, tout ça, c'est snob, ça, c'est pas du cinéma, ça. Le cinéma, c'est la vérité, tu comprends? La différence, celle qui dérange. Les clochards, ça fait pas rire. Les migrants non plus, ça fait pas rire. La guerre, c'est pas bien. Hein. Non, c'est sûr. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Magnifique, regarde. Du soleil qui nous éclaire de bon matin, c'est bien, quoi. Ils se font confiance. Je crois que je vais rentrer à la maison, je vais pleurer un bon coup. Je vais m'indigner sur le monde, tu vois. Et après, je vais essayer de faire du pognon. C'est ça la vie, non? C'est pas ça? Hein? Après 12 milliards de mecs dans les rues, face à l'église. Ah, Johnny. Et maintenant, derrière, c'est... File-moi la thune, enculé. C'est oh, regardez les pauvres. Mais vas-y, casse-toi, toi. C'est moi qui prends la thune. Ok, le monde d'aujourd'hui. Welcome. Bonjour et bienvenue mes braves dans cette nouvelle OP en apparence mignonne tout plein, remplie de bons sentiments, de valeurs humanistes rose bonbon et d'indignation dégoulinante d'absolu qui vernit de morale triomphante notre belle conscience sacralisée. La même qui se drape des oripeaux du juste après avoir essuyé toute cette merde qu'on vient d'écraser, qu'on ne veut pas voir et qu'on ne peut plus sentir. Vous êtes un militant de l'universalisme, un idéologue de salon, le Raphaël Enthoven de l'humanitaire. Alors surtout, ne regardez pas cette spéciale. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les mignons, tout le monde dit les gentils. Ah, on arrête les conneries, stop, non, on va jamais y arriver. Prends les choses au sérieux, bordel, tu vois pas que tout va mal, mais tout va mal. Bah justement, quand tout va mal, il vaut mieux en rigoler, quoi. Et ouais, mes braves, on en a ras le cul, faut bien le dire. Ras le cul des donneurs de leçons, des délateurs de la sémantique, des fascistes du prêt-à-penser, dont les névroses, autant que la réflexion binaire, finit par leur faire encenser exactement ce qui stigmatise leurs conneries. You think it's possible? Yeah, it's possible. Tu vois, moi ça me fait marrer parce que... Alors les gens ils sont en train de chier sur le Clint Eastwood parce qu'il paraît que c'est une merde sans nom. Bon, j'ai pas vu moi, hein, de ce que j'ai compris, ça a l'air vraiment pas terrible. Mais ce qui est drôle, c'est de voir Clint Eastwood en interview, que pourrait la branler, le mec il a 80 balais. Mais il a dit cette phrase qui est tellement juste. La société qu'on a créée fait que les gens prennent tout au sérieux, se prennent tous au sérieux. On sait plus rire de soi, on sait plus se moquer d'un discours, d'un dialogue à la con. Oui, tu peux sortir une énormité et en rire, pas tout de suite être immédiatement outré dans ta morale foutue en porte-étendard, là. Il a complètement raison. Non mais c'est hallucinant. Yep. Dealing with a different animal here, boys. Je vais appeler ça le syndrome La La Land désormais, qui vaut tout autant pour La Forme de l'eau que pour Pentagon Papers, relique d'une certaine façon de penser le monde par le symbole, plutôt que par l'indignation de gnous faussement responsables. Some of the best minds in the country peeing all over the floor in this here facility. There's pee freckles on the ceiling now. C'est marrant comment, moi, dans ce que je lis de ce que les gens disent sur La Forme de l'eau, ils prennent au sérieux quelque chose que fondamentalement, moi, quand j'ai vu le film, je l'ai jamais pris totalement au sérieux. Je trouvais qu'il y avait du clin d'œil ironique, je trouvais qu'il y avait du sarcasme, je trouvais qu'il y avait du pastiche. Et quand je lis des trucs, tu sais, c'est des absolus dans la critique, quoi. C'est la plus belle histoire romantique ou nanana, le truc discours sur le cinéma, sur l'Amérique de Trump. Putain, mais les mecs, mais arrêtez, quoi! 우리 오늘 실수하면 막장 다시 또 들어가는 거 알지? 잘하지 않아. 무조건 차 웃어. 응? Du coup, ça fait quand même vachement plaisir de voir dans cet océan d'hypocrisie où tout le monde se prend et prend tout avec un sérieux imbécile qui signe justement sa connerie, qu'il existe encore des films barrés. Mais avant, j'avais zéro problème à pouvoir faire une émission genre, allez, je vais mettre en Steven, je vais mettre en Dolph, je vais mettre en Jean-Claude, je m'en fous, je fais une émission. Tu peux plus. Bon, c'est très bien, hein, on a les films qu'on a envie de voir parce qu'ils sont beaux et tout ce que tu veux. Puis des fois, t'as envie de voir des trucs cons, genre, j'en vois plus, moi. Heureusement qu'il y a Gérard encore un petit peu, parce que s'il n'y avait pas Gérard de temps en temps, on se ferait chier, quoi. Yeah, man, I need to shake your hand. Oh, okay. Donc là, finalement, beaucoup de sorties salles ce mois-ci, avec un petit truc qui me tient à cœur dedans. Un petit film qui me tient à cœur, le genre de film que j'aimerais voir plus souvent, et que seuls les Asiatiques peuvent faire. Alors eux, le filtre de la morale...
証人なる朝鮮人たちを殺さないといけないことは。 Vengeance. Eux, ils ont une putain de revanche sur l'histoire. Non, mais des bons films de Faf de temps en temps, il faut en voir. On est tellement dans l'indignation humaniste que quand on entend il y a un bon film de Faf, faut le voir. Des films old school, presque anachroniques, qui font croire qu'ils s'indignent pour mieux se marrer et y aller à donf dans la nostalgie fondarde, l'indéfondable jouissif ou la provoque gratuite digne d'un sale gosse des 80s, habitué à se foutre de la gueule de tout. Si ça pète plus un cap, si c'est pas un peu taré, si c'est pas un peu fou, j'aurais plus rien à foutre. Ce monde, il est devenu tellement chiant que t'as envie juste de trucs qui sortent des... Tu vois, qui sortent des rails, quoi. Et ça fait du bien parce qu'on a trop vite oublié que se foutre de la gueule de tout, eh ben, c'était notre seule putain de soupape de sécurité. Si tu te fous plus de la gueule des trucs, mais t'es là, puis ça reste, ça coince là, tu vois. Alors que tu devrais laisser les gens péter des boulards à un moment donné. Te dire, oh là, je me fous des gens tout petits, je me fous des... Tiens, parenthèse, les gens tout petits. Alors là, excuse-moi, consécration, on peut plus rien me dire. Plus rien me dire. Je crois que Guillermo del Toro a regardé l'émission du mois dernier. Parce que dans La forme de l'eau, il y a un discours sur les gens tout petits. Et il y a une femme de ménage, Black, on peut pas l'accuser d'eux, qui dit, qui dit, je me méfie des gens tout petits. Je fais, magnifique, merci, je ne suis pas seul, tu vois, je ne suis pas seul. Mais comme d'habitude, nous allons commencer avec un film hors norme qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire. That's better. Oh, look at Betty. Oh, to be young and beautiful. If I could go back to when I was 18, I didn't know anything about anything. I'd give myself a bit of advice. I would say, take better care of your teeth and fuck a lot more. Oh no, that's very good advice. Attention, on attaque bien évidemment avec le film que nous attendions tous et que plein d'autres gens ont attendu parce qu'on leur a dit qu'il fallait grave l'attendre, bien qu'ils ne pensaient pas l'attendre et qui du coup doit être pour eux vraiment inattendu, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ceux qui comme nous l'attendions depuis longtemps. Dans ce genre de circonstances, j'aurais tendance à hurler. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Mais ce serait ridicule. Peu importe les raisons incompréhensibles qui poussent à l'overhyper, Del Toro mérite sa soudaine consécration, ne serait-ce que pour l'improbabilité d'une proposition de cinéma qui, sans lui, n'aurait jamais vu le jour. Et bien sûr, je parle de La forme de l'eau. C'est nul comme titre français. Hein. The Shape of Water. À l'heure où j'écris ces lignes, La forme de l'eau aura déjà eu droit à toutes les dithyrambies. Des plus justes et attendues, sur la passion de Del Toro pour les monstres, sur la virtuosité de sa mise en scène, sur sa déclaration d'amour au cinéma des origines, aux plus crétines et attendues aussi, sur la victoire des minorités, la critique de l'Amérique de Trump et autres récupérations pour neuneux en manque d'adoubement politique. N'ayant guère l'envie et le temps de forcer l'enthousiasme à coups de superlatifs ou de surinterpréter une œuvre dont le sens est finalement littéral, je vais être direct. La réalité, c'est que La forme de l'eau, c'est quand même et avant tout l'histoire d'une femme qui s'amourache d'un homme poisson et qui le fuck. Or, seul Del Toro est aujourd'hui capable de réussir à construire une œuvre visuellement bluffante et émotionnellement si riche sur un tel postulat, quand bien même il s'inscrirait dans la suite logique de ses films espagnols, comme dans tout un pan du cinéma bis. On peut bien sûr y voir, et à juste titre, la candeur d'un amoureux transi du genre, revisitant sa créature du lac Noir à l'aune d'un authentique désir de réhabiliter la beauté des différences, dans un hommage à la fois déférent et pastiche au cinéma fantastique des années 50. On peut aussi y voir une authentique série B, par instant fondarde ou ironique. Il y a quelque chose que j'ai trouvé volontairement caricatural, tu vois, dans le film, c'est-à-dire qu'il pousse des potards quand même plus loin, pour prendre ça, je veux dire, au premier degré, littéralement, en disant, il y a vraiment un truc ludique dans la forme de l'eau, que moi, j'ai pas vu les gens en parler de ça, alors que moi, je l'ai ressenti de cette manière-là. Une série B qui s'amuse avec beaucoup de malice des codes qu'elle emprunte, du métatextuel qu'elle injecte, comme des éléments dans l'air du temps avec lesquels elle compose. Où je prends le conte mythologique revisité avec un désir de romantisme candide, couplé à une adoration béate des mythes cinématographiques, où j'observe toutes ces mises à distance volontaires, le cinéma dans le cinéma, les héros des minorités, tel un blood pack jouissif, ce final étrangement similaire aux faux enchantements du labyrinthe de Pan,
comme une ironie accusatrice de la propension qu'a le monde à oublier l'imaginaire auquel on veut croire, ou à ne le considérer que s'il s'accompagne de sa propre mise en abîme. Bah à l'heure où je fais cette émission-là, le film sera déjà sorti depuis une dizaine de jours, donc je pense que beaucoup de gens l'auront vu, donc c'est pour ça que je fais pas l'analyse détaillée de la fabrication du film. Donc du coup, je vais plus en parler en termes de ressenti, parce que il y a tout ce qu'on aime. Et j'ai fini le film en me disant c'est un très beau film, visuellement magnifique, les acteurs sont top, mais je peux pas dire objectivement c'est un super film. Émotionnellement, à aucun moment il m'a fait monter les poils comme quand je suis sorti de Labyrinthe de Pan ou de L'Échine du Diable. Jamais. Enfin, franchement, par rapport à l'overhype qu'il y a eu, moi je m'attendais à un du Del Toro puissance 1000, quoi. Alors c'est pas déceptif pour moi. Je retrouvais tout ce que j'aimais bien dans Del Toro, mais avec des partis pris qui tout d'un coup sont des partis pris qui ne s'adressent plus à mes tripes comme les précédents s'adressaient, et qui s'adressent à mon cerveau. Donc je les vois. Et du coup, ça me met à distance. Donc du coup, je ne suis plus émotionnellement impliqué dans le film. Tout d'un coup, le symbolisme, qui pouvait être plus caché, plus à décoder, et qui ne prenait pas le pas sur l'immersion que je pouvais ressentir en tant que spectateur, ici, il m'est dicté. C'est-à-dire que tout d'un coup, les symboles, on me les... BAM! Je crois qu'il y a du surlignage. La volonté de dire est en train de prendre le pas sur la volonté de raconter. Et c'est juste ça qui m'emmerde. Et j'ai senti ça, moi, dans Crimson Peak. Pourtant, tu pourrais me dire, il a toujours été dans l'autopsie des formes nouvelles de mise en scène, mais il se l'est réapproprié en créant un univers dans lequel tu pénétrais complètement. C'est comme s'il prenait théoriquement conscience de ce qu'il racontait avant de manière viscérale. Et c'est pas une critique. C'est une évolution. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. Et si La Forme de l'eau était tout simplement l'un et l'autre à la fois, la rencontre entre Crimson Peak et Pacific Rim, ou alors ce que certains avaient déjà compris en voyant coup sur coup, parce que sortis au même moment, L'Échine du Diable et Blade 2. Il n'y a évidemment pas un Del Toro, et La Forme de l'eau en devient presque film-somme, qui traite sérieusement son sujet sans se prendre au sérieux. La candeur et les croyances utopiques de Del Toro se couplent toujours à un désenchantement sur le monde et à une lucidité sur son histoire. Mais s'il met en scène frontalement les deux, il y a toujours une malice, une jouissance, un désir de transgression aux normes qui fait le liant et où l'on sent l'œil du cinéaste qui pétille. Même si je la vois, cette candeur, comme si je vois l'ironie de Del Toro, qui est pas un mec sur lequel on voudrait plaquer tous nos bons sentiments et dire « Oh là là, il est génial, il est généreux, il est ci, tout ça ». Il est aussi sarcastique sur des choses. Blade 2, c'est quand même un film où il y a plein de moments où c'est de la provoque, tu vois. Et c'est de la provoque fondarde, quoi, d'un mec qui a aussi un aspect libertaire dans son discours et qui a une lucidité totale sur la noirceur du monde, la cruauté du monde. Ce qu'il fait, ce qu'il te montre dans le Labyrinthe de Pan est une évidence. He's a wild creature. We can't ask him to be anything else. On peut vouloir anoblir La Forme de l'eau plus que de raison et n'en parler qu'à l'aune du romantisme qu'il convoque ou de ce qu'il signifierait aujourd'hui pour susciter un tel engouement. Mais si j'apprécie le film, c'est justement parce qu'il croit profondément à ce qu'il raconte, tout en n'hésitant pas à rire de lui-même et de ce qu'il arrive à faire passer, tant dans le cul que dans la violence, dans le référentiel pastiche comme dans l'audace d'une scène de comédie musicale symbolique. Putain, il faut s'appeler Del Toro pour rendre jouissif et jamais ridicule le pas de danse de la créature du lac noir. Rien que pour cette capacité à tout oser et à faire la synthèse entre le film d'auteur, le délire iconoclaste, l'histoire d'amour romantique et la série B fun et décomplexée, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Kung Fu au sol, Del Toro mérite définitivement sa consécration. Mais bon voilà, donc c'est pas... ça m'a fait chier, moi, en sortant du film, me dire bah ça m'a pas fait sauter au plafond comme il pouvait le faire avant. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais on s'en fout, c'est juste mon ressenti, tu vois. Donc je veux pas trop en dire aussi, parce que j'ai pas envie que les gens qui ont adoré le film se disent c'est un... Bah, tu vois, c'est un con, Non, parce que je comprends qu'on adore le film et il a toutes les raisons d'être adoré. Mais je l'ai un peu vu venir. Alors comment je commence à voir venir? Est-ce que c'est aussi sérieux que La Forme de l'eau? Ou est-ce que c'est moins sérieux que La Forme de l'eau? En tout cas, c'est beaucoup plus radical. Ça, je te le confirme. On continue cette belle ode à la différence.
Ça me fait penser à une chanson de Jean-Jacques Goldman. Mais je vais pas la chanter. On continue cette belle ode à la différence et à l'humanisme avec un film de guerre coréen tiré d'une histoire vraie qui a tous les apparats du film historique indigné qui veut qu'on s'indigne avec lui, qui nous intime avec un doigt accusateur de prendre nos responsabilités à l'échelle de l'histoire et qui soudain pète littéralement un câble pour devenir vénère et revanchard. Un peu comme Bill Murray, tu sais, qui aime tellement les enfants qu'il leur pète la gueule à coups de boule de neige. Ça pourrait donc s'appeler Un jour sans fin, mais c'est Battleship Island. Et comme tout bon film coréen qui se respecte, vous allez en prendre plein la gueule sans l'avoir vu venir. Dernier blockbuster méga tuné de Ryo Sung-wan, réalisateur de Vétéran et City of Violence, Battleship Island narre pendant la Seconde Guerre mondiale les affres subies par des prisonniers coréens contraints par les Japonais aux travaux forcés dans l'île minière d'Ashima. Bref, c'est du sérieux. Et en train de tirer d'une histoire vraie, une première scène indignée en noir et blanc, une reconstitution des lieux ébouriffante qui n'est pas sans rappeler l'ampleur des films de guerre de l'âge d'or, et une pléthore de personnages attachants subissant brimades, d'humiliation et cruauté, on se dit qu'on risque d'assister à une œuvre qui se veut noble et concernée, dont le message humaniste imparable s'accompagnera d'une illustration visuelle sobre et déférente vis-à-vis de son sujet. Il n'y a que les Coréens qui font ça, que je vois plus dans d'autres films. C'est des espèces de plans larges où tu as des milliers de figurants, tu vois. Les premières scènes où tu vois les Coréens travailler dans la mine avec putain, la reconstitution, la lumière, les personnages, la vie. Il n'y a pas un bout de l'écran qui grouille pas de vie et d'anecdotes. J'adore ça. 1, 2, 3, Le focus sur le personnage d'un père, sorte de fou du roi à la Benigni, prêt à tout pour protéger sa fille, quitte à s'humilier davantage, nous renvoie alors à De la vie est belle et consort, où le contraste avec les horreurs de l'histoire serait signe de la profondeur de son propos. Bon, on s'emmerde un peu face à un déroulement prévisible dans son indignation, et face à de multiples sous-intrigues pas folichonnes, qui nous font croire, ils sont malins ces Coréens, que tout ça va finalement rester conventionnel dans le réquisitoire. Non, baby. Ne te fais pas avoir! T'es dans un film coréen, bordel de merde! 지만한 방광섬에 역류되어 있다는 첩보가 있어. 자네가 윤 선생 모셔와. Et puis au détour d'une scène, on voit débarquer dans la prison un super soldat badass de la résistance, formé par les ricains, dont le but est d'organiser une grande évasion. Dis donc là, le super soldat de la résistance méga badass qui arrive et qui dit je vais devoir exfiltrer ce type-là. Et puis au bout d'un moment, quand il voit les horreurs qu'on fait subir aux Coréens, il se dit bah non, je vais pas exfiltrer celui-là, je vais exfiltrer tout le monde. Et là on se dit ah ouais, c'est vrai, on est dans un film coréen, ça peut partir dans le too much à tous les étages. Et je vous le dis mes braves, comme je le répète à chaque fois que je chronique un film coréen, vous n'imaginez pas une seconde jusqu'où ça va pousser les potards. Une fois posé le contexte indigné, l'indignation, dès la deuxième heure, devient méchamment vacharde. Sans déconner, ils vont quand même pas faire chier ces connards de japonais. T'es sûr de celle-là, quoi? Pas du tout. Non mais c'est pas moi qui l'ai dit. Le mec il est obligé de se justifier à chaque phrase. Tu sais, attention, les propos de Yannick Nahan n'engagent que lui. Et l'on glisse soudain très peu finement vers le pur film d'action over-bourrin, over-spectaculaire, over-drama, over-larmoyant, over-twisté, bref la totale, jusqu'à un final digne de la Horde sauvage ou de n'importe quel chambara avide de bloodbath. Et là, impossible de pas se fondre la gueule devant la destruction de l'île en mode money shots de Michael Bay. Scène de bombardement, mais c'est un truc de malade. Et puis c'est du Michael Bay, pas surdécoupé, avec des plans séquences, des trucs, des bâtiments qui giclent, les mecs au milieu, tout. J'étais là, devant des twists improbables et des persos diaboliques façon faites l'histoire vraie, c'est trop chiant. Devant une boucherie finale tellement jouissive qu'on a du mal à verser la larme devant ces héros de la nation, qui forcément d'ailleurs passent tous à la casserole, et devant des méchants japonais tellement méchants qu'il faut quand même pas déconner, ils méritent plus qu'une balle. Parce que si on pouvait aussi les brûler à coups de cocktail molotov et les décapiter avec un sabre, ce serait mieux. Il y a un des bad guys, ceux qui mangent dans le film quand il y a le truc. Vous les aimez pas les japonais. Vous les aimez pas. Mais le top, c'est évidemment ce final qui réintroduit à gros sabots l'histoire vraie pour ne la voir qu'à travers le prisme du nationalisme le plus revanchard. Et quand certains des survivants qui arrivent à monter en haut du mur, à la fin, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la bombe d'Hiroshima ou de Nagasaki, je sais pas laquelle, qui pète. Attention, le sens se réinjecte dans l'histoire, tu vois. Et là, tu te dis, ok, tout ça, en fait, tu vois,
regardez l'homme, la guerre c'est pas bien, Miss France, tout ça. Tu regardes tout ça, et là t'as un mec qui dit, c'est quand même énorme, t'as un mec à côté qui dit, à cet endroit il y avait plein de Coréens là-bas. Et moi j'étais là, et les mecs sont tristes. Hey, les 3 millions de Japs là, on en a rien à foutre. Mais les 4 Coréens qui étaient là-bas, c'est pas cool. Bref, si vous trouvez que Dunkerque, ça se la touche, courez voir ce monument de radicalité, autant visuelle qu'idéologique, vous allez kiffer. Pour finir, je pense que je vais faire profondément jouir les 3 cancres du fond, parce qu'exceptionnellement, ce mois-ci, je ne vais pas chroniquer un nanar, mais je vais chroniquer 2 nanars absolument magnifiques, dont la particularité est d'avoir pour fer de lance un gros bof aviné et écossais, vendu sur un malentendu, quand ce neuneu de Zack Snyder l'imagina badass, en lui collant une barbe de bobo et en lui tartinant le cul à la fleur d'oranger. This is Sparta! Et depuis cet acte fondateur, hélas, Hollywood ne sait plus s'il doit en faire un père de famille gentil et mignon de tout plein ou un nouveau Steven Seagal tendance gros faf. I ain't cuffing up. That's okay. I didn't bring my cuffs anyway. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de l'inénarrable Gérard Butler qui ce mois-ci nous balance un double whammy avec la sortie au cinoche du rigolo Criminal Squad et en DVD du désespérant Geostorm. En tout cas, il y a de quoi combler l'absence de plus en plus marquée de notre Steven adoré sur les linéaires des DTV. C'est génial qu'il s'appelle Gérard en plus. Johnny Butler, tu vois, Fred Butler, Michael Butler, non, Gérard Butler, c'est parfait. I, on the other hand, have a mystery that I'd like to solve and prevent more deaths, so feel free to join me. Or not. On commence avec le plus désespérant des deux, Geostorm, évidemment, torché par un Dean Devlin qui ne s'est pas remis de son divorce avec Emmerich et qui veut faire pareil qu'au copain, qui lui-même essaie de faire pareil sans y arriver. Et comme ils ont épuisé les concepts de destruction à grande échelle, concept récupéré entre-temps par un Dwayne Johnson autrement plus hype, ben faut pas hésiter à tortiller du cul pour chier droit. Enfin droit, complètement de traviole, puisque Devlin est obligé d'imaginer un futur où l'homme contrôle le climat pour justifier qu'il ne le contrôle pas vraiment et que forcément, ça va faire une super méga tempête qui va tout péter. Sauf que peut-être à un moment donné, il faut faire péter autre chose que la Californie ou New York, quoi. Et peut-être que tu auras quelque chose d'un peu différent, quoi. Bon, pourquoi pas? Si entre 2 VFX vus et revus, on nous met au moins Gérard Kéké en mode je vais sauver le monde en pétant la gueule de ces sales tornades communistes avant d'emballer la bibou du coin. Mais non, c'est con, ils prennent Gérard. On parle de Gérard, hein, pas de Will Smith, pour en faire un scientifique, des gens on croit rêver, qui ne donne pas un coup de tatane, qui ne branle rien dans une station spatiale, qui regarde des persos secondaires se débattre au milieu des éruptions volcaniques et qui remplit le vide abyssal de la chose avec un conflit fraternel indigne d'un épisode d'Hélène et les garçons. À croire qu'ils ont confondu Gérard avec Robert Pattinson. This sucks. Yeah, seriously, this is so boring. You know what? I can't do this for another second. Every time I'm in the street, I hear Heureusement, le bougre revient sur grand écran avec un polar urbain autrement plus fondard qui est accessoirement la première réalisation du scénariste de La Chute de Londres. Tout un programme. Oui, parce que moi j'aime bien La Chute de Londres. Que les choses soient claires, j'aime bien parce que c'est un film de débile. Bon, il est mal filmé, c'est le truc qui me fait chier. Si ça pouvait être aussi bien filmé que La Chute de la Maison Blanche, genre n'importe quoi comme ça. Là, c'était vraiment tout cheap. Mais lui, il était drôle dedans, Gérard Butler. En plus, j'ai une copine qui joue dedans, qui se fait exploser la gueule à coups de roquette. Maintenant, tu regardes le film et t'essayes de trouver qui c'est, quoi. Un polar binaire, empreint des fantasmes mal digérés de Hit et de Training Day, qui oppose braqueurs professionnels et ripoux badass dans une confrontation pas du tout over-explosive et bourrée de clichetons, mais plutôt fun et correctement torchée. Do we look like the types who'll arrest you? Not at all. Exactly. We just shoot you. It's less paperwork. Gérard a beau en faire des caisses dans le Vic Maquis du pauvre, au moins, il est dans son élément. Gras, puant du slip, bof jusqu'au bout de ses dialogues de kéké, c'est un vrai connard indéfendable qui file des torgnoles à tout le monde, mais qui aime bien les ch'tines enfants, un peu comme Steven et son clébard dans Justice Sauvage. Et ça, c'est irremplaçable. Ils se sont dit, bon, c'est peut-être un peu un gros connard quand même dans le film, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre gentil? Des enfants. Mais là où ils le font dans le film, c'est énorme. Le mec, il apprend que le bad guy qui poursuit, il a une pépé. Qu'est-ce qu'a fait Gérard? Il va pécho la pépé. Et il va se la fucker. Donc je fais quand même un coup de bâtard de sa mère. Tiens, ma meuf, elle vient de me larguer, je vois plus mes gosses, je vais me taper la pouffe du bad guy, et qu'est-ce qu'il fait juste après ça?
il va devant l'école des petits enfants. Il va faire mes petits enfants. Il fait des bisous. C'est quoi ce film? Et puis, même si l'ambiguïté intéressante du film, qui valorise plus les braqueurs que les flics, finit en queue de poisson, si toutes les cases du hard-boiled sage sont cochées avec monotonie, si 50 Cent ne sert tellement à rien qu'on se demande pourquoi ils l'ont pris, il reste l'ambiance craspec de Los Angeles à la sauce Far West, aux superbes lumières et au cortège d'imagerie qu'on adore, même au service de rien. Bref, c'est du Gérard, du beau, du vrai, du con, du bourrinos bien réac, qui dégouline le burger et la morale hypocrite, et qui roule des mécaniques en chantant... Je suis au top, moi, tu vas faire quoi? Je suis au top, moi, tu vas faire quoi? Je suis au top, moi, tu vas faire quoi? Je suis au top, moi. Et ouais, mal rasé, vénère, suintant de testostérone, il porte sur sa gueule tous les moments fun du film. Et si en tant qu'acteur, il suscite l'incompréhension, s'il continue d'enchaîner les bides, nous on sait qu'un jour il finira aux côtés de Steven, de Jean-Claude et de Bruce au rayon discount de Carrefour en continuant d'y croire. That's great. That's great. Kidding me? Et au final, moi je trouve ça plutôt rassurant. Voilà, Opération Frisson, c'est terminé. Je ne peux pas dire give me the DVDs, you punk motherfucker. Ça n'arrive plus qu'une fois par an. Il faut que j'arrête d'avancer et de reculer parce que c'est flou. Mais j'aime bien t'embêter. Sur ce, je résume les films de cette semaine, de ce mois-ci. Tu vois, je n'y arrive plus. Donc, alors, on arrête parce que là, je suis fatigué. Il faudrait que je me pose en fait. Un peu. Je perds de l'énergie. Bon, donc, je vous rappelle, courez voir La Forme de l'eau si vous ne l'avez pas encore vu. Courez voir Battleship si vous avez quand même des coronets et pas une âme trop sensible parce que vous allez franchement vous marrer. Et Les Trois Cancres du Fond, vous pouvez vous faire plaisir avec le Criminal Squad de Gérard Butler. Et ne dépensez pas de l'argent pour ça. Et surtout pas pour Geostorm. À la semaine prochaine. Ciao. Oh putain. Oh non, mais j'en ai marre. J'abandonne. J'arrête. Je quitte. Allez, au mois prochain. Ciao. Mais moi, mon fun, je le trouve pas dans les films, là. On s'en déconne. Moi, mon fun, je le trouve dans Monster Hunter World. Avec des énormes épées, tu poursuis des putains de dinosaures dans des open world, là, mais c'est mortel. Hein. Avec une richesse, une profondeur du gameplay. Et là, tu te dis, bon, j'en ai pour 450 heures de jeu, il va me faire l'année, le truc. Ouais, mais il y a God of War 4 carrément. Regarde God of War. Ça a l'air bien. Mais God of War, bon, voilà, c'est des trucs, ça. Moi, à partir du moment où on peut décapiter, charcuter, triturer, faire ça et faire fuck you, j'aime. Tu vois, c'est pas compliqué. Il en faut pas beaucoup, moi. Moi, si tu te la touches trop, ça m'ennuie.